Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Disputandoum. Ça fait un peu plus d'un mois et demi que la rentrée scolaire a eu lieu pour près de 12 000 enfants en France. Mais qu'en est-il pour les enfants en situation de handicap? Ont-ils trouvé leur place en milieu ordinaire ou spécialisé? Avec quel accompagnement? Les moyens sont-ils à la hauteur des demandes exponentielles? La loi pour une école de la confiance qui a été promulguée en juillet dernier et puis qui s'inscrit dans la droite ligne de la loi de 2005 affiche une nouvelle ambition quant à l'inclusion en milieu ordinaire. Mais est-ce forcément la meilleure solution pour tous les enfants handicapés? Comment rendre l'école accessible à tous? Complexité des procédures, manque d'accompagnants, formation insuffisante du corps enseignant, les problèmes restent nombreux. Pour parler de tous ces enjeux liés à la prise en charge scolaire des enfants handicapés, j'accueille sur ce plateau 5 invités. Bonsoir à tous les 5, merci d'être parmi nous ce soir. Hélène Brière de Lille, vous êtes déjà maman d'un garçon qui souffre de troubles autistiques et vous êtes aussi la présidente de l'association Sésame Autisme pour la Haute-Vienne. Vous êtes aussi au conseil d'administration des PEP de la Haute-Vienne. Les PEP, ce sont les pupilles de l'enseignement public, l'un des acteurs clés du handicap. Vous connaissez bien donc ce dont on va parler dans cette émission. Pascaline Bon, bonsoir. Vous êtes AESH. Alors sous ce sigle qu'on entend beaucoup se cache la notion d'accompagnant d'élèves en situation de handicap et vous êtes affectée à la classe relais du collège de Marouzeau à Guéret dans la Creuse. Patrice Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, ASH, élève à besoins particuliers pour la Haute-Vienne. Luc Marquez, bonsoir. Vous êtes professeur des écoles à Ausence, dans la Creuse également, et secrétaire aussi départemental du syndicat SNUIP FSU. Merci d'être avec nous. Et Michael Trio, bonsoir. Vous êtes le tout nouveau, tout récent depuis une semaine, président de l'association Autisme Limousin. Vous êtes aussi papa d'un petit garçon qui a été détecté, qui souffre d'autisme, qui a 4 ans et demi, je crois. C'est bien ça. Merci d'être parmi nous. Alors, première question, Hélène Brière de Lille. Vous êtes donc maman de Guilhem, 14 ans, atteint de troubles autistiques. Est-il scolarisé à ce jour ? Alors, il a 3 heures d'enseignement scolaire par semaine, mais il est accueilli dans un institut médico-éducatif, un IME. Il a été scolarisé pendant de longues années dans une ULIS, une unité localisée d'inclusion scolaire. Merci de décrypter tous ces sigles, parce qu'il y en a beaucoup quand vous on parle de cette thématique. Entendre beaucoup, effectivement. Donc, il a été, diagnostiqué quand il était petit, quand même, encore, puisqu'il était en petite section de maternelle dans l'école du village où nous habitions. Et il a ensuite eu une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore AESH. Et il l'a eu pendant quelques années, pendant 2-3 ans en fait. Mais très rapidement, avec l'ouverture d'une ULIS spécialisée autisme sur l'école du Roussillon, il a pu intégrer cette école. Et puis, son parcours a été assez correct dans cette école, puisqu'il est également accompagné par un CESAD, un service d'éducation spécialisé à domicile. Et donc, ce service met à disposition des éducateurs et d'autres professionnels pour l'aider dans sa scolarité. Et aujourd'hui, il est donc dans un IME, un institut médico-éducatif. Donc, a priori, vous avez toujours réussi, alors avec sans doute pas forcément toujours, ça n'a pas toujours été facile, Ça a été un peu le parcours du combattant. On reviendra sur ce parcours-là, mais vous avez quand même toujours trouvé des solutions pour scolariser votre fils. Michael, qu'en est-il de vous, votre petit garçon, donc Alexandre, à 4 ans et demi? Alors, Alexandre est scolarisé également, donc en école ordinaire, l'école maternelle de Condat-sur-Vienne. L'inclusion se passe bien dans l'ensemble. On a la chance d'avoir une équipe pédagogique qui est impliquée, qui est motivée. Et on a la chance également, depuis cette rentrée scolaire, d'être accompagné par un CESAD également, spécialisé autisme et d'intervention précoce, donc avec des méthodes qui sont adaptées aux plus petits. Et ce CESAD intervient y compris en milieu scolaire. Donc ça permet également la formation de l'AVS en charge d'Alexandre et de la maîtresse. Alors, on ne va pas éluder parce qu'il y a pas mal de problèmes, mais en tout cas, là, pour vos enfants, aujourd'hui, il y a des solutions. Quelques chiffres, quand même, c'est important de poser les choses. En 2018, 430 000 élèves en France en situation de handicap étaient scolarisés, dont 340 000 à l'école ordinaire. Il y en avait seulement, pour comparaison, 118 000 à la rentrée 2006.
pour voir un peu la progression. La moitié des 340 000 enfants ont besoin d'un accompagnement. Les autres ont besoin d'aménagement pédagogique, de matériel spécifique, mais pas forcément d'un accompagnant. Et il faut savoir aussi que 96% des enfants qui auraient besoin d'un accompagnement sont véritablement accompagnés. Il reste aujourd'hui en France à peu près 8 000 enfants qui n'ont pas de solution, en revanche, qui n'ont pas d'accompagnant, d'AESH à la rentrée, alors qu'ils en auraient eu besoin, selon Sophie Cluzel, donc la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Alors on voit qu'il y a une vraie évolution, il y a des choses qui ont été faites depuis toutes ces années, mais ça reste difficile à entendre pour les parents de ces 8 000 enfants qui n'ont pas de solution. En Haute-Vienne, Patrice Rousseau, qu'en est-il ? Les enfants atteints de handicap ont-ils tous des solutions aujourd'hui ? Sont-ils scolarisés ? C'est le devoir numéro 1 de l'école et du service public d'éducation en termes de solutions et de capacité à accueillir tous les enfants de l'école de la République et dont les enfants qui sont en situation de handicap. Sur le territoire de la Haute-Vienne, les enfants reconnus en situation de handicap par les MDPH, les maisons départementales pour les personnes handicapées, sont au nombre donc de 5 000, dont environ 1 000 en établissements socio-médico-social, les IME, en établissements et services médico-social, comme c'est le cas pour votre jeune. Concernant les accompagnements, donc pour le territoire, pour l'Académie de Limoges, 1906 enfants sont accompagnés par 1136 aujourd'hui. Alors ces chiffres évoluent. Là, on parle de l'Académie de Limoges. On parle de l'Académie de Limoges, 1136 accompagnants qui sont donc auprès de ces élèves. L'évolution, le nombre d'élèves accompagnés entre 2010 et aujourd'hui a été multiplié par 5. Le nombre d'élèves, d'enfants accompagnés et le nombre d'accompagnants auprès d'élèves en situation de handicap sur l'Académie de Limoges entre 2010 et aujourd'hui a été augmenté de 6. Ce qui pose des défis majeurs pour notre école, des défis majeurs pour ses personnels, pour leur accompagnement, pour leur procurer des ressources, pour la formation, pour l'évolution aussi qui est attendue des accompagnants, des AESH, puisque là aussi il y a un cadre réglementaire nouveau qui a été instauré durant cet été. On va revenir vraiment sur le statut spécifique des AESH qui pose question aujourd'hui. Il y a de réels défis devant l'augmentation de ces chiffres, mais qui peuvent masquer des réalités, enfin en tout cas qui peuvent traduire des réalités bien différentes. Vous avez parlé de parcours du combattant. On peut parler aussi d'enseignants qui cherchent des solutions et que l'on se doit d'accompagner. On en parlera aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le chiffre du nombre d'enfants qui n'ont pas de solution aujourd'hui, qui devraient être accompagnés et qui ne le sont pas ? Dans l'Académie de Limoges, oui. On est autour de à peine 2%. Et ce chiffre, il évolue, mais il faut savoir que le travail quotidien des services... Ce qui représente, pardon, je vous coupe, mais 2%, ça représente combien de personnes ? Ça peut représenter une 50aine d'enfants, voilà. Sur l'Académie de Limoges. Il évolue parce que, par exemple, ce matin, à la DSDN de la Haute-Vienne, on procédait au recrutement d'un nouveau personnel AESH pour pouvoir pourvoir à une situation. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément les mêmes enfants. Il y a des notifications de la MDPH qui arrivent tout au long de l'année. Là aussi, on a un travail à faire de manière à mieux anticiper ces notifications et leur prise en compte, de manière qu'à un moment donné, on ait une équipe, en tout cas un corps d'AESH qui soit en capacité d'être sur le terrain et des élèves qui arrivent avec des flux que l'on est capable d'anticiper. Alors aujourd'hui, 80% des enfants en situation de handicap sont orientés vers le milieu ordinaire, dans une logique d'inclusion, je le disais, qui s'affirme de plus en plus. Alors, milieu ordinaire, classe Ulysse, institut médico-éducatif, on va tenter d'y voir un petit peu plus clair avec ce reportage de Romain Bureau et Thomas Milon. Alors, le pyjama, tu l'associes à quelle image, toi ? Oui. Le lit ? Oui. Vas-y. L'IME René Bonnefond est spécialisé dans les déficiences intellectuelles moyennes à sévères. Autisme, psychopathologie, retard de développement, troubles cognitifs. Des enfants suivis ici, mais de plus en plus aussi hors les murs, en contact avec le monde réel. Les établissements tels qu'on les voit là sont en pleine mutation. Des maisons bourgeoises au fond des bois, ça c'était une prise en charge un peu éloignée de la société, qui se voulait protectrice. Et puis ensuite, il y a eu l'intégration. Alors on s'est rapproché de la cité, de l'école, etc. Et maintenant, on a changé de paradigme, on est dans l'inclusion. 1, 2, 3.
L'inclusion, c'est ce qui fait qu'on est susceptible de vivre parmi les autres, d'être en droit de vivre parmi les autres, dans l'égalité. C'est ce qui différencie peut-être le précédent concept qui était celui de l'intégration, où on essayait de s'intégrer dans un groupe, alors que là, ce qui est attendu dans le cadre de l'inclusion, c'est que la société tout entière fasse de la place à toute personne, quelle que soit sa singularité. Handicap et scolarité revêtent des situations très différentes auxquelles l'inclusion tente de répondre. Sur la base d'une décision rendue par une commission départementale, la majorité des enfants sont orientés vers l'école classique, les autres vers le dispositif ULIS, Unité localisée d'inclusion scolaire. Ces élèves ont une classe de référence et se retrouvent pour des accompagnements pédagogiques adaptés. À l'école, les troubles se voient pas, puisque les enfants sont dans les classes de CE2, de CM1, de CM2. Les enfants jouent ensemble et ne se posent pas la question de ce qu'il y a comme étiquette sur l'enfant, puisque en fait, il n'y en a pas. Tu veux le faire d'abord sur ton ardoise ? Oui. D'accord, c'est une très bonne idée. C'est l'élève au centre parce que c'est lui le plus important dans le système en fait. On est là pour lui donner une place au sein de l'école et qu'il ait confiance en lui. Qu'il ait confiance en l'école et qu'il soit capable de réaliser tous les apprentissages nécessaires dans sa future vie d'adulte. Apprendre à son rythme pour développer des compétences et gagner en autonomie. C'est aussi le défi des unités externalisées, une troisième voie entre le médico-social et l'éducation. À Limoges, celle-ci est spécialisée dans l'autisme, en partenariat avec l'IME-DEJO pour un accompagnement global et intensif. Je suis la seule enseignante de la classe et ensuite une équipe médico-sociale avec orthophonistes, psychomotriciennes, psychologues et des éducatrices qui sont là à temps plein dans la classe. Près de 5000 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans l'Académie de Limoges en 2019, soit 3,4% de la population scolaire générale. Des services départementaux et pôles inclusifs d'accompagnement personnalisé ont été créés pour la rentrée, en application de la nouvelle loi pour une école de la confiance. Alors, on reviendra dans quelques instants sur ces fameux PIAL, ces pôles inclusifs d'accompagnement localisé. Petite question d'abord, Hélène, est-ce que vous connaissez, vous, aujourd'hui, à ce jour, des familles qui sont encore dans l'impasse, qui n'ont pas de solution pour leurs enfants ? Non, pas à l'heure actuelle, mais c'est vrai que l'année dernière, si je peux décrire un petit peu ce qui nous est arrivé, oui. C'était quand même une situation assez dramatique. D'ailleurs, j'en avais parlé également sur France 3. Donc nos enfants, enfin 4 enfants étaient concernés puisqu'ils étaient sortants de l'ULIS, l'ULIS du Roussillon. À Limoges. À Limoges, voilà. Et ces 4 enfants avaient atteint l'âge de 12 ans largement révolu, puisque voilà, on espérait peut-être une dérogation, mais non, ça n'a pas été possible. Donc la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, nous a donné une notification nous indiquant qu'il n'était plus possible de les maintenir sur cette ULIS. Donc nos 4 enfants se sont trouvés sans solution. Et c'est vrai que sans solution... Ces 4 enfants faisaient partie des 2% qui, à l'heure actuelle, d'enfants qui n'ont pas de solution. Alors l'année dernière, je ne sais pas si c'était 2%. C'était peut-être un peu plus. La société évolue un peu et que chaque année, il y a un petit peu plus qui est fait. Mais c'est vrai que moi, je parle de ma situation de parent, donc je ne vais pas me placer du côté du ministère de l'Éducation nationale, je comprends bien, ni du côté de l'Agence régionale de santé qui finance les instituts médico-éducatifs. Mais c'est vrai que lorsque l'on est confronté au handicap de son enfant, en fait, c'est un gouffre qui s'ouvre devant nous. Nous, quand on a eu le diagnostic, je me souviens que je ne me projetais pas au-delà de 6 mois, 1 an. Ça me faisait beaucoup trop peur. L'avenir de mon enfant, en fait, était extrêmement inquiétant. Alors justement, quand ce gouffre s'ouvre devant vous, effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Vers quels acteurs on se tourne ? Parce qu'effectivement, il y a plein de solutions possibles finalement, parfois impossibles, mais il y a différents parcours de scolarisation. Patrice Rousseau, comment ça se passe ? Quels sont... Alors, je vais vous demander de ne pas être trop technique, parce que sinon, on va plus rien comprendre, mais quels sont les grands parcours de scolarisation aujourd'hui quand on a un enfant handicapé et vers qui les parents doivent se tourner ? Alors, pour répondre à votre question, vers qui se tourner ? D'abord, il y a l'école, avec dans le premier degré un directeur d'école, des enseignants, dans le second degré les chefs d'établissement, qui, eux, savent très clairement où sont les interlocuteurs. Juste une précision, c'est aussi un enjeu et un objectif du service départemental de l'école inclusive, et les services départementaux qui ont été mis en place dans les 3 départements de l'académie, que d'assurer davantage de lisibilité sur le fonctionnement, sur les possibles, pour répondre à des situations particulières. Alors, vers qui se tourner qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on s'est tourné vers ces acteurs ?
Moi, je pense que la piste, c'est un collectif d'acteurs. C'est-à-dire que l'on est sur des situations singulières, avec souvent, dans le cas spécifique des enfants autistes, une expertise des familles. On reviendra peut-être sur le cheminement, parcours du combattant, etc. Mais en tout cas, s'appuyer, il y a la famille qui est partie prenante, et d'ailleurs, c'est les parents d'élèves, les parents, les représentants d'élèves, qui construisent le projet de vie avec des difficultés, ça a été dit, pour se projeter. Et là aussi, c'est pour cette raison qu'un collectif d'acteurs est vraiment nécessaire pour se projeter. Et dans ce collectif, il y a quand même parce que c'est compliqué aussi quand il y a un collectif. Un directeur, suivant l'âge, un directeur d'école ou alors le responsable de la structure médico-sociale, l'éducation nationale, le médico-social qui est un partenaire essentiel pour apporter son expertise. Mais comment on définit le projet de scolarisation quand on a un enfant handicapé ? Alors, ça repose sur une évaluation de la situation, c'est-à-dire une évaluation qui part de l'observation de la manifestation des troubles. Et cette observation, elle se fait le plus souvent dans une classe, à l'école, et notamment dans la petite enfance. Et c'est vrai qu'il y a bien des situations où plus ces observations peuvent être précoces, mieux elles sont, notamment dans le cadre des troubles autistiques. Donc une observation qui donne lieu à une évaluation de la situation à partir d'un outil qui est mise à disposition et donnée par les MDPH qui s'appellent. Donc ce sont les maisons départementales des personnes handicapées, c'est elles qui définissent, si on peut résumer, qui définissent le projet pour l'enfant, suivant effectivement ce qu'elles ont évalué. Pour attribuer des droits en termes de compensation et d'accessibilité, qui sont les deux principes forts de la loi de 2005. Donc c'est bien l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui fait une proposition à la CDAPH, à une commission des droits et de l'autonomie, qui statue sur les droits. Et ensuite, c'est les différents partenaires qui sont notifiés, médico-social, l'éducation nationale, qui doivent mettre en œuvre. Donc ça veut dire que les différentes solutions, c'est le milieu ordinaire avec un accompagnant. C'est quoi ? C'est milieu spécialisé ? Alors, nous avons évoqué tout à l'heure les 5000 élèves en situation de handicap. 4000 sont dans nos écoles, dans nos établissements. Près de 1906 sont accompagnés, et donc vous voyez qu'une majorité est reconnue en situation de handicap sans accompagnement notifié. Ça veut dire qu'il revient notamment aux enseignants de mettre en œuvre des aménagements pédagogiques. C'est le droit commun. Aujourd'hui, il est inscrit dans la loi que l'accessibilité est universelle, c'est-à-dire que l'école doit être en mesure d'offrir un premier niveau de soutien, d'aide, d'accompagnement pour ses élèves. Ensuite, il peut y avoir une aide humaine qui est mise en place et notifiée par la MDPH. Donc là, elle peut être individuelle lorsque l'aide doit être soutenue et continue sur le temps de scolarisation notamment, ou alors elle peut être mutuelle, c'est-à-dire c'est un personnel, un accompagnant qui peut être dans une classe et participer à l'accessibilité, participer aux situations d'apprentissage pour plusieurs élèves dans une classe ou dans une école. Oui, Hélène. La particularité, c'est vous parlez de compensation, d'accessibilité, et je trouve que c'est effectivement très intéressant parce que voilà, on voit bien que le handicap, en fait, il faut la menuiser pour que les enfants soient à peu près égaux. Voilà, parce que l'égalité, c'est un de nos grands principes républicains. Donc ça me semble effectivement quelque chose de très important. Toutefois, au niveau de la MDPH, au niveau des notifications que nous recevons, tout ce qui concerne la scolarité, c'est extrêmement succinct ce qui nous est dit. C'est-à-dire, on nous dit orientation ULIS, donc unité localisée, voilà, où il y a un enseignant spécialisé, où il y a 12 élèves maximum dans ces ULIS, où il peut y avoir également AESH, donc les accompagnants, donc voilà. Il peut y avoir IME, Institut médico-éducatif, service d'éducation spécialisé à domicile, donc avec l'intervention bien sûr dans l'école, puisque c'est le lieu principal de vie de l'enfant en situation de handicap. Mais tout ça, ça reste au niveau de la MDPH très succinct. On ne va pas dire, par exemple, il faut... Donc c'est pour ça qu'heureusement, il y a eu des créations d'ULIS spécialisé autisme. Mais on ne va pas aller dire, ben voilà, cet enfant, par exemple, il a besoin d'une AESH, mais qui soit spécialisée dans l'autisme, ou une AESH qui soit spécialisée dans tel autre type de handicap. Donc c'est là où c'est un peu trop succinct pour vous. Patrick, la tête, c'est vraiment très important parce que la formation des AESH. Alors on va revenir vraiment sur les AESH. Juste Patrice Rousseau, est-ce que vous comprenez le désarroi aussi, peut-être que vous entendez, et vous devez souvent l'entendre des parents. Simplement, une fois que ce projet personnalisé de scolarisation est établi et validé aussi par les parents d'élèves, il revient donc à l'école
à l'enseignant, au directeur d'école, de mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation avec des documents en appui, avec des outils en appui et avec des accompagnements possibles. Par exemple, j'en profite pour le dire, à cette rentrée, nous avons créé un poste d'enseignant ressources pour les troubles du spectre de l'autisme. Cet enseignant ressources est à disposition des équipes des premiers et second degrés pour aller voir les collègues enseignants qui accueillent dans leur classe un enfant diagnostiqué et pour travailler sur des outils possibles. Il ne s'agit aucunement de faire du diagnostic ou de générer une réévaluation de la situation, mais d'accompagner l'enseignant dans sa pratique de classe pour mettre en œuvre ces aménagements pédagogiques. Alors on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Coordonnées par les enseignants référents. Est-ce que vous comprenez quand même, je vous repose la question, le désarroi que vous pouvez entendre et que vous entendez certainement de beaucoup de parents d'enfants handicapés? Oui, ce désarroi, il fait appel à la qualité et aux possibilités, aux modalités de relation entre l'école et la famille, puisque ça nécessite de l'explication, de l'écoute mutuelle, ça nécessite un travail commun. Et les situations qui sont les plus réussies, c'est lorsque ce travail commun entre les différents partenaires, familles, parents d'élèves, écoles, médico-sociales, est serein. Voilà. Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'il y a des passerelles qui existent entre les différentes possibilités de scolarisation, entre une classe ordinaire, entre une classe Ulysse, un IME, Michael? Alors, il y a sûrement des passerelles qui existent. Moi, je voudrais revenir sur la notion de solution. Désolé de squeezer la question. C'est-à-dire je leur poserai, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on considère la situation soit noire, soit blanc. C'est-à-dire qu'on considère qu'un enfant est accompagné s'il a un AESH, même si sa notification est de 100% du temps scolaire, potentiellement 24 heures, et que l'AESH n'est disponible avec l'enfant que 6 heures. On considère l'enfant comme scolarisé à partir du moment où il apparaît 1 heure dans l'école. Ça veut dire que là, il sort des chiffres, donc, en fait. C'est considéré comme solution. Alors que on peut dire solution, mais ça peut être des solutions partielles. Ça peut être des solutions partielles et non satisfaisantes. Sont partielles. On a des familles qui sont en grande difficulté parce que leur enfant est scolarisé 1 heure, 2 heures, 3 heures, et le reste du temps, c'est à eux de garder en charge leur enfant. On a des enfants qui sont scolarisés ils ont besoin d'une aide à temps plein pour les autismes qui sont autisme sévère, par exemple. C'est en permanence. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un derrière l'enfant, surtout pour les très jeunes. Certains sont non-verbaux, ils ne parlent pas, même arrivés à l'école, certains rentrent en CP en étant encore non-verbaux. S'il n'y a pas quelqu'un en permanence avec eux, ça ne fonctionne pas. Donc, soit les solutions qui se passent, en fait, ce qu'on appelle solutions, c'est souvent des scolarisations qui sont partielles. Là, à peu près la moitié des enfants sont scolarisés à mi-temps et pas à temps plein. Certains sont scolarisés que quelques heures par jour. Et souvent, cette limite de scolarisation, elle n'est pas faite parce que l'enfant ne peut pas suivre plus, elle est faite parce qu'il n'y a pas les moyens de l'accompagner plus. L'AESH n'est pas disponible plus d'heures que ça, donc l'enfant ne pourra pas intégrer l'école parce que s'il n'y a personne avec lui, c'est compliqué. Alors on reviendra encore une fois notamment sur cette problématique qui est centrale a priori des AESH, des accompagnants. Juste pour revenir sur les chiffres, effectivement, quand vous donnez des chiffres, 2% d'enfants qui ne sont pas accompagnés, finalement sortent de ces 2% tous ceux qui sont peut-être juste accompagnés 1h30 ou 2 heures par semaine, c'est ça? Il y a des réalités très diverses. Il y a des notifications qui sont couvertes. Les notifications dont vous parlez, c'est souvent des temps mutuels, puisque là, il n'y a pas de notification horaire de la MDPH par rapport à ces temps d'aide mutuelle. Il y a des notifications des fois horaires qui ne sont pas respectées sur les individuels. Mais sur les mutuelles, il ne devrait pas y avoir de notification horaire en réalité. Et c'est l'équipe qui, en fonction d'un projet d'apprentissage, met en œuvre l'aide qui est apportée. Et on voit bien que là, ça touche au collectif. En fait, ça touche au collectif de l'équipe, au collectif d'AESH sur un secteur, et on en parlera certainement tout à l'heure avec vous avez parlé de PIAL, des pôles inclusifs. On touche à la notion après de formation et d'expertise des équipes pédagogiques, c'est-à-dire que si la notification n'indique pas le nombre d'heures du coup qui est nécessaire à l'enfant, si l'équipe pédagogique en face n'est pas formée suffisamment pour pouvoir estimer le besoin d'accompagnement, ça devient effectivement très compliqué. Dans le cadre de l'équipe de suivi. Voilà, il faut pouvoir estimer du coup ce besoin d'accompagnement. Je me retourne vers les Creusois avant de parler vraiment des AESH et du rôle aussi des professeurs des écoles. Vous connaissez effectivement cette problématique depuis des années. Quel est votre regard sur l'évolution quand même? Parce qu'on a vu des chiffres quand même encourageants. Est-ce que c'est encourageant ce qui se passe selon vous au niveau de l'accompagnement des enfants handicapés? Bien, nous, les enseignants, on est favorables
très favorable à l'inclusion scolaire, puisque c'est dans la loi, et puis c'est une nécessité. Il faudrait qu'on définisse d'abord qu'est-ce que l'inclusion scolaire. Est-ce que c'est uniquement que l'élève en situation de handicap fréquente l'école de quartier ou l'école de la commune, ou est-ce que c'est se donner les moyens d'une inclusion réussie? C'est-à-dire, est-ce que c'est se donner les moyens de mettre l'élève en situation de réussite, qu'il acquiert les compétences ou les connaissances qui lui permettront plus tard d'exercer pleinement sa citoyenneté dans la société. On constate, parce que j'ai bien écouté tout le parcours qui a mené entre le moment où il y a l'accueil de l'élève, on va diagnostiquer le handicap, que le recrutement va se mettre en œuvre et qu'on va arriver après au suivi effectif. Il se passe un long laps de temps, donc ça peut créer des situations de tension. Et on entendait parler de parcours du combattant pour les parents, mais c'est des situations de difficultés qui sont créées dans les écoles. Mais sur l'évolution, et là je me tourne aussi vers Pascaline, est-ce que vous voyez quand même une évolution positive malgré tous les problèmes, et on va en parler, qui restent, Pascaline? On voit une évolution, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Sur le métier d'AESH, déjà c'est les parents qui ont au tout début créé notre métier en fait, parce que c'est les parents qui ont souhaité que leurs enfants en situation de handicap soient scolarisés dans des milieux ordinaires. Donc oui, effectivement, il y a eu une évolution. Mais il y a encore beaucoup de travail, notamment sur le métier d'AESH qui devrait être un vrai métier et on a toute notre place, on a beaucoup de travail et on n'est pas reconnu comme on devrait l'être. Et on n'est pas formé non plus. Oui, Luc. Eh bien, moi, je voulais intervenir parce que vous me demandiez si l'évolution était positive. Et ce que je voulais dire, c'est que elle serait ou elle sera positive si les conditions sont réunies. Les conditions en termes de moyens, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale nous donnait des chiffres sur les accompagnements déjà mis en œuvre et ceux qui restaient encore, les élèves qui restaient sans solution en termes d'accompagnement. Monsieur Trio disait aussi que c'est vrai que lorsque l'élève avait seulement une partie de son temps de scolarisation accompagné, on considérait qu'il était accompagné. Et il est vrai que si on n'apporte pas les moyens suffisants, ces temps d'accompagnement sont je vais essayer d'être clair. Il y a des notifications de temps d'accompagnement qui ne sont pas toujours respectées, qui ne sont pas couvertes intégralement par le temps de travail des AESH. Donc voilà, il y a des Alors on va continuer à en parler. Je voudrais qu'on regarde d'abord ce reportage qui va faire écho notamment, je pense, pour vous deux parents d'enfants autistes. C'est le témoignage d'une maman, la maman de Nathan, qui c'était un vrai casse-tête pour elle, pour trouver une école à son enfant qui n'avait pas de solution. Finalement, elle en a trouvé une. Je vous propose de regarder ce reportage de Charles Lemercier et Henri Simonet, réalisé en juillet dernier. Nathan a 7 ans. En septembre, cet enfant autiste aurait pu se retrouver sans école. Ses parents se sont démenés auprès des administrations pour qu'il intègre une classe Ulysse de niveau maternel. Il s'agit d'un enfant et pas uniquement d'un numéro de dossier. Et qu'il faut vraiment se préoccuper de chaque cas, mais qu'il ne faut pas laisser tomber. Donc vous avez accéléré pour qu'il n'entre en Ulysse, sinon? Sinon, il serait resté à la rentrée de septembre à domicile, sans aucune aide, sous décision de l'inspection académique, parce que soit il n'y a pas d'AVS, ou parce que le comportement de mon enfant ne permettait plus d'aller dans une école ordinaire. En Ulysse, Nathan n'aura que 3 heures d'école par semaine. Sa famille demande à ce qu'il intègre en parallèle un IME, un institut médico-éducatif, n'importe où en Haute-Vienne. Mais leur demande n'aboutit pas car leur dossier a été établi depuis la Gironde. Ma notification est valable dans toute la France. On doit accepter ma notification qui est bonne jusqu'en 2023. C'est tout ce que je demande. Je ne suis pas trop gourmande, je demande juste à ce qu'il rentre à temps partiel. La famille de Nathan se sent abandonnée. Des associations comme Autisme Limousin peuvent leur venir en aide. Celles-ci regrettent que les enfants ne soient pas égaux face à l'école, contrairement à ce que garantit la loi. Alors ce qui bloque, c'est la formation des personnes, que ce soit les personnes, les enseignants, les directeurs d'école, qui ne sont pas forcément acculturés
à l'autisme. Il manque les moyens humains et il manque, je dirais, une volonté peut-être effectivement de pousser tout ça. C'est-à-dire qu'on a des orientations qui disent il faut les intégrer, mais derrière les moyens sont restreints. L'éducation nationale tente d'y remédier avec les plans autisme. Ainsi, 2 écoles de la région testent l'autorégulation. Dans ce nouveau dispositif, les profs sont formés, les enfants autistes ont donc leur place en milieu ordinaire, là où ils progressent le mieux. Alors, Patrice Rousseau, je voudrais vous faire réagir à ce reportage. Voilà, des mamans comme cette maman, il y en a encore effectivement sans doute trop aujourd'hui sur l'académie de Limoges. Oui, d'abord, tout à l'heure j'évoquais le service départemental, il est là pour recevoir et écouter ces familles et travailler avec elles pour trouver des solutions avec le médico-social, avec la MDPH. Ensuite, je ne vais pas revenir sur une situation individuelle et souvent, à travers les situations, il y a différentes dimensions. Il y a les dimensions scolaires, éducatives, familiales, sociales. Donc, je ne vais pas là, sur un plateau, revenir sur cette situation-là. Mais en tout cas, c'est de se manifester, comme ça a été fait en l'occurrence, mais de se manifester de manière à ce que l'on s'occupe précisément de cette situation, parce que là aussi, il y a à chaque fois des événements particuliers sur chaque situation qui fait qu'on en arrive à un blocage. Et le blocage est insupportable pour les familles, et ça, je l'entends bien. Je pense que ce qui est nécessaire, certainement, c'est qu'il y ait une évaluation qui soit faite. Et peut-être qu'il serait souhaitable que la MDPH réalise cette évaluation. C'est-à-dire, c'est elle qui notifie, et derrière, il faudrait qu'elle puisse contrôler ce qui est élaboré derrière. Parce que c'est vrai qu'on notifie, comme vous disiez, donc ça peut être que quelques heures d'AESH, par exemple. Et si dans la réalité, l'AESH mutualisée ne peut passer finalement que 3 heures au lieu de 6, eh ben, ça ne va pas convenir. Voilà. Et puis, il y a des situations, effectivement, qui sont dramatiques avec de l'autisme qui est assez lourd. Moi, il se trouve que mon enfant, il a 80% d'incapacité. Il a besoin d'un accompagnement constant. Donc, c'est vraiment... Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la situation où votre fils n'était accompagné que quelques heures par semaine ? Alors là, à l'heure actuelle, il est scolarisé 3 heures, mais dans un IME, donc il y a des accompagnements éducatifs tout autour. Après, dans l'IME, dans les accompagnements qu'il y a autour, il y a des choses qui ne sont pas suffisantes, mais bon, ce n'est pas le lieu peut-être aujourd'hui d'en parler, mais notamment, on parle en termes d'orthophonie, de psychomotricité, c'est des professionnels où c'est assez difficile de les faire intervenir, mais je pense que la plupart des enfants qui sont scolarisés, qui sont atteints d'autisme, ils ont également besoin de ces professionnels-là. Donc ça reste assez complexe. Nous, on a été dans la situation, donc je disais, voilà, sans solution. Et je voulais également évoquer le rapport Piveteau, puisque c'est un petit peu ce qui a suscité ces fameuses réactions par rapport au zéro sans solution. Donc le rapport Piveteau estimait qu'il était nécessaire que les enfants aient tous une solution. Et on s'est aperçu finalement que ça pouvait être parfois du saupoudrage. Et que ce zéro sans solution, c'était parfois quelques heures par semaine. Il manque un satisfaisante après solution, en fait. Juste, voilà, c'est ça. Tout à fait. Petite parenthèse, on évoque dans le reportage auquel vous avez participé les 2 écoles qui testent en Limousin l'autorégulation. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une bonne question. À Boisseuil. C'est lesquels, Hélène. Oui. À Boisseuil, le dispositif Aramis, moi je ne pourrais pas donner énormément je ne le connais pas parfaitement bien, mais c'est autorégulation. Patrice Rousseau, sinon allez-y. C'est la mise en place en fait dans cette école d'un plateau technique avec un appui médico-social, un éducateur, 2 éducateurs, je crois, à temps plein. Spécialisée sur la prise en charge de l'autisme en l'occurrence, une enseignante qui est aussi en surnuméraire sur ce plateau technique et qui vient en appui des enseignants dans les classes ordinaires qui scolarisent dans leur classe, au total 10 enfants autistes, sans AESH, sans accompagnement, et qui travaillent les capacités, les compétences d'autorégulation, notamment de ces élèves, c'est-à-dire le maintien de l'attention. On sait souvent que c'est une difficulté pour les jeunes enfants autistes, le maintien de l'attention partagée, le travail aussi sur les interactions sociales, alors qu'il peut se passer dans la classe et bénéficier à tous les élèves, ou alors qu'il peut se passer dans une salle d'autorégulation,
puisque ces jeunes-là ont besoin très souvent aussi d'un cadre très bien défini, qui puisse aussi les sécuriser en termes d'espace et de temps. Donc voilà, très rapidement... On a des bons retours de ce dispositif. La difficulté, c'est qu'il n'est pas adapté à tous les profils, forcément. Il faut que ce soit dans l'autisme, ce qu'on appelle les autistes de haut niveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de déficience intellectuelle, ils ont un développement cognitif qui est à peu près normal, et leur syndrome autistique, en fait, c'est plus sur du trouble du comportement, du trouble de l'attention. Mais voilà, il faut que Et on se rend compte encore une fois de la difficulté de répondre à tous les profils, à tous les besoins. Ça couvre une partie de la diversité. En quelques secondes, je voudrais évoquer après les AESH. Ils peuvent avoir des troubles du comportement qui empêchent la mise en activité en situation d'apprentissage. Et donc, le but, c'est de dépasser ces troubles-là. Mais ça montre aussi la variété et la diversité des profils avec des intensités, des manifestations de troubles qui sont très bien différentes en termes de fréquence et d'intensité. Et c'est pour ça qu'il y a un panel de dispositifs dans la feuille de route de l'éducation nationale que nous mettons en place dans l'Académie de Limoges à travers des unités d'enseignement qui se passent dans les établissements médico-sociaux. L'unité d'enseignement, par exemple, de l'IME. Reste à définir ce temps d'enseignement pour accompagner les jeunes et leur progrès. Des unités d'enseignement qui sont externalisées, donc qui sont dans des établissements scolaires. Des ULIS, c'est 90 ULIS sur l'Académie de Limoges, premier jusqu'au lycée professionnel. Et on a l'expérience de l'autorégulation, notamment à Boisseuil. Je voudrais qu'on parle maintenant effectivement vraiment des AESH, anciennement AVS, auxiliaires de vie scolaire, aujourd'hui accompagnant des enfants, des élèves en situation de handicap. C'est un peu le nœud du problème, en tout cas du problème qui est largement évoqué depuis quelques mois maintenant, voire plusieurs années. Pascaline, alors vous êtes AESH, déjà expliquez-nous votre rôle, c'est quoi votre métier au quotidien ? Alors, moi, mon métier, c'est d'accompagner les élèves en situation de handicap. Et moi, je travaille dans un dispositif. C'est une classe relais. Donc, il y en a une seule dans le département de la Creuse. Nous travaillons dans un collège, donc dans le second degré, au collège Jules Marouzeau à Guéret. Et je travaille sous l'autorité et la responsabilité d'un enseignant, d'un professeur des écoles. Donc, d'un enseignant du premier degré. Et nous accueillons des élèves de tout le département. Qui sont poly-exclus ou qui sont en décrochage scolaire, qui ont des troubles du comportement, pour essayer de les remettre un petit peu sur les rails de la scolarité, pour leur faire aimer l'école, pour essayer déjà qu'ils se sentent bien à l'école, parce que parfois ils arrivent vraiment démunis. Donc si je comprends bien, il y a différents types d'AESH. Oui, il y a différents types d'AESH. Donc moi, je fais AESH collective. Et il y en a des individuels. De la même manière que les AESH qui travaillent en ULIS. Ensuite, il y a des AESH individuels, comme le disait tout à l'heure M. Rousseau, qui travaillent avec un élève qui a vraiment besoin d'un suivi tout le temps. Et puis après, il y a des AESH mutualisés qui, elles, peuvent travailler avec plusieurs élèves, mais pas avec une classe. Moi, je suis avec une classe. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Ça fait 6 ans que je suis AESH et 9 ans que je travaille dans l'éducation nationale, puisqu'avant, j'étais EVS. Ça n'existe plus, c'était emploi à vie scolaire. Donc. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui pour vous par rapport à votre statut, à votre métier ? Ce qui est difficile, c'est le manque de reconnaissance de notre métier. Ce qui est difficile, c'est le manque de formation. C'est la rentrée 2019 a été chaotique. On a des contrats qui sont toujours en train de se signer au mois d'octobre. On a des élèves en situation de handicap qui n'ont pas d'accompagnement. Là, on voit des images d'une manifestation qui avait lieu en mars dernier. Ce sont des revendications qu'on entend effectivement régulièrement chez les AESH depuis quelques temps. On est dans la précarité. On a des contrats... avant, c'était des contrats de 1 an. Donc, j'ai eu 6 CDD de 1 an avant de signer un CDI. Donc on est toujours en CDI au bout de 6 ans, mais là on signe maintenant des CDD de 3 ans. Donc les AESH sont dans la précarité, sont bien sûr au plus bas de l'échelle, de l'échelon, et en plus elles ne pourront pas le gravir vraiment jusqu'au bout, puisqu'au bout de 21 ans de travail, on aura juste, pour celles qui travaillent à 100%, 170 € de plus. Et celles qui travaillent à 50%, ça sera 80 € de plus. Et là, vous êtes payé combien ? Alors moi, je gagne 1 230 € par mois.
En travaillant combien de temps ? Je travaille 39h10 par semaine. Luc Marquez, c'est une problématique que vous connaissez bien. Vous, secrétaire départemental du syndicat SNUIP FSU, vous défendez l'amélioration du statut d'AESH ? Ah oui. Nous, on demande clairement, parce que l'émission, maintenant, le nombre d'élèves en situation de handicap inclus dans les écoles va augmenter. Donc les missions sont pérennes. Et pour autant, le métier reste encore dans la précarité. Il y a un vrai souci. Nous, on défend que le métier d'AESH soit un métier statutaire de la fonction publique, catégorie B, avec une réelle formation initiale sur le handicap en général, mais aussi spécifique, puisqu'on disait tout à l'heure, il y a un nombre de handicaps, il y a autant de handicaps, le handicap est aussi divers que le nombre de handicaps qu'il y a, et donc ça demande aussi des formations spécifiques Donc vous demandez quoi ? Une meilleure formation, moins de précarité, moins de précarité, un vrai statut. Un vrai statut, et qui est aussi plus d'AESH ? Eh bien, plus d'AESH. En nombre ? Oui, en nombre, oui, c'est sûr. Tout à l'heure, Monsieur Lihuen nous donnait des statistiques sur l'académie. Moi, je peux en donner sur la Creuse. Il y a actuellement 174 AESH sur la Creuse qui accompagnent 285 élèves. Et d'ailleurs, une première en Creuse, actuellement, tous les élèves pour lesquels il y a une notification de handicap sont suivis. Très bien. Par contre, il y a 25 dossiers en attente de traitement. Donc, peut-être tous ne donneront pas lieu à... Il n'y aura peut-être pas pour tous ces dossiers une prescription d'accompagnement, mais il risque d'y en avoir. Le secrétaire général de l'inspection académique de la Creuse nous disait que tous les accompagnements qui devront se mettre en place par la suite, ce sera de l'accompagnement au détriment, on va dire, de ceux qui étaient déjà mis en place. Donc les AESH vont devoir se partager finalement à moyen constant. Plus d'enfants à accompagner à moyen constant. Et monsieur le secrétaire général d'ajouter que si c'était des notifications individualisées qui allaient être prescrites, prononcées par la MDPH, cela risquait d'être compliqué. Patrice Rousseau, vous comprenez ce malaise qu'il y a chez les AESH ? Oui, je le comprends. Et il y a une évolution qui a été marquée, et il y a la question des nouveaux contrats depuis cet été, et donc 1900 contrats à l'échelle académique à mettre en œuvre, etc. Et il y a ce chemin à prendre et ce rythme à avoir effectivement. Sur la question des accompagnements, moi je ne voudrais pas qu'on puisse s'imaginer que lorsqu'un accompagnement est notamment individualisé et mis en œuvre, il devra l'être tout au long de la scolarité de l'élève. Parce que notre problématique va être celle-là aussi à gérer, c'est-à-dire des évaluations de situation qui évoluent au fil de temps, avec des enfants qui doivent garder leur accompagnement avec une forte quotité, par exemple, peut-être, mais aussi des élèves. Et on en voit, parce que là, aujourd'hui, il y a des cohortes d'élèves où à la MDPH arrivent des demandes de renouvellement. Et la MDPH évalue donc les progrès qui ont pu être attestés. Et donc, le but aussi de ces accompagnements, c'est, à un moment donné, de permettre l'autonomie, les progrès des élèves. Et c'est pour ça que sur le volume des AESH, c'est aussi un volume de personnel qui va être amené à s'adapter à ces nouvelles notifications, à ces élèves qui sortent de situations en étant notifiés, par exemple. C'est vraiment dommage de chérir ce progrès, mais en même temps de dire, comme de toute façon dans le temps, puisque les enfants vont faire des progrès, on aura moins de besoins. Donc du coup, en termes de gestion... Je n'ai pas dit qu'on aurait moins de besoins. Là, vous nous parlez Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'un enfant donné peut avoir moins de besoins d'accompagnement. Et que du coup, comme vous auriez... Pour autant, vous comprenez quand on vous auriez titularisé... Alors on essaie de ne pas parler tous en même temps, et on va laisser terminer Hélène. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est très bien de louer ce progrès des enfants, mais moi je sais, et j'ai su dès le début que mon enfant il ferait des progrès, de toute façon, même avec un diagnostic comme ça, même si c'était extrêmement lourd. C'est vrai que je sais qu'il fait des progrès, il continue chaque jour, et chaque enfant fait des progrès. Mais par contre, là, si on se place d'un point de vue de droit à l'éducation, nos enfants, ils ont un handicap, donc ils sont empêchés en fait, donc ils ont besoin d'avoir massivement des moyens
pour qu'ils puissent justement s'inclure dans cette société. C'est ça le sujet. C'est la question des moyens finalement qui revient quand même sur la table. Puisque demain les enfants vont avoir fait des progrès. Alors Hélène, on va laisser répondre. Il y a la question des moyens. C'est une question, et dans l'éducation nationale, elle est importante effectivement. Mais il y a aussi la capacité à faire évoluer les environnements qui sont offerts aux juste jeunes. pour rester quand même sur les moyens, est-ce que vous avez d'ailleurs plus de moyens pour cette rentrée Est-ce qu'on est à moyens constants pour embaucher des AESH? Des recrutements ont été réalisés dans toutes les DSDEN, notamment en septembre. Et je le disais tout à l'heure, encore ce matin, on recrute, par exemple, par rapport à une situation. Donc vous avez un budget plus important pour recruter des AESH qui a été augmenté et avec aussi un travail sur les contrats des AESH, un travail très technique en termes de quotité, qui fait qu'il faut effectivement ajuster les emplois du temps et qui crée des modifications. C'est un travail très technique et voilà. Si on peut faire au-delà de la technicité, il y a des choses simples quand même. À la rentrée, il y avait, excusez-moi pour la voix, des AESH qui, au jour de la rentrée, ne connaissaient pas encore ni leur école d'affectation, ni avec quelle équipe ils allaient travailler, ni quels élèves ils allaient suivre, et pas encore, même 3 semaines après la rentrée, ils ne connaissaient pas leur quotité de temps de travail. Alors c'est vrai qu'il y a eu au niveau national une rentrée un peu chaotique par rapport à ce statut des AESH, avec des problèmes effectivement sur les contrats. De gros problèmes. Et donc, en l'absence de contrat de travail indiquant la quotité de temps de travail, et le lieu, c'est des fois c'est uniquement par information orale qu'ils ont su où se rendre. Comment vous expliquez Parce qu'ils y étaient déjà l'année dernière, ils sont revenus le jour de la pré-rentrée dans l'établissement où ils étaient l'année dernière. Comment vous expliquez cette rentrée un peu chaotique, a priori C'est le cadre réglementaire qui a évolué entre le mois de juin et le mois de septembre, et avec une réécriture, une redéfinition des contrats. Et avec une volonté, dès la rentrée, de mettre en place ce nouveau régime-là pour les AESH. On arrive depuis 2003 avec les contrats AVS, avec des missions qui étaient diversifiées, avec des missions ici recentrées sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Si je peux me permettre, si je compare avec le médico-social, en fait, on ne peut pas imaginer... par exemple, tout à l'heure, on expliquait... moi, j'expliquais que pour moi, le métier d'AESH est tout à fait comparable avec le métier de moniteur-éducateur. C'est du niveau du bac, bac plus 2, moniteur éducateur. Donc, c'est quand même un assez bon niveau de diplôme et de compétences. Et dans le médico-social, en fait, très souvent, c'est la convention collective 66. Donc, ce sont des personnes qui sont rémunérées au-dessus du... donc, on n'entendrait pas 1230 € et un contrat d'1 an. La personne, elle signerait un CDI et voilà, et on ne se poserait pas cette question-là. Donc, à partir du moment où il y a des besoins, moi, il me semble qu'on ne devrait pas tergiverser sur l'idée que peut-être plus tard, les enfants auront progressé et que du coup... nous sommes dans cette logique de professionnalisation, nous sommes dans cette logique. Mais encore une fois, on part de contrats d'AVS depuis... Alors, ça date un petit peu, mais on part d'une situation avec des contrats uniques d'insertion, des contrats précaires. Nous sommes très résolument dans cette logique de professionnalisation. Sachant que tout à l'heure, je parlais de CDI au bout de 6 ans, mais on signe un CDI au bout de 6 ans, mais on ne devient pas fonctionnaire pour autant. En fait, ce sont des CDD qui sont renouvelables une fois de 3 ans chacun. Ils sont renouvelables 6 fois. 6 fois. Deux fois maintenant, je crois. 2 fois maintenant. Ça a évolué. Parce que maintenant, on signe des contrats de 3 ans. Monsieur l'inspecteur, tout à l'heure, disait que cette année, c'est vrai, il y a eu de nouvelles circulaires qui ont été produites au mois de juin, et c'est vrai que ça n'a pas facilité le travail des agents administratifs pour établir les contrats. Oui. Pour autant, à la rentrée dernière, l'année dernière, il y a eu le même cafouillage à la rentrée. Or, on peut anticiper les rentrées scolaires. Certaines notifications sont connues dès le mois de juin, et on pourrait affecter ou commencer à affecter les AESH à ce moment-là. Alors, on a beaucoup parlé d'inclusion scolaire depuis le début de cette émission, mais finalement, on peut aussi se poser la question, est-ce que l'inclusion scolaire à tout prix, c'est vraiment ce qu'il faut aux enfants ? Alors, l'inclusion scolaire, on sait par expérience, pour là où ça a été testé, etc., que c'est bénéfique non seulement pour les enfants avec handicap, mais également pour les autres. Quand elle est réussie. Quand elle est réussie, nous sommes tout à fait d'accord. Préparée. Ça peut peut-être faire peur aussi aux parents d'enfants qui ne sont pas handicapés, qui se disent ça va retarder peut-être la classe entière. Annoncer de but en blanc, ça fait peur à tout le monde. C'est ce que il y a le parent de l'enfant handicapé qui va avoir peur de la réaction de son enfant, il y a les autres parents qui vont avoir peur, les autres enfants dans la classe, alors selon leur âge, vont soit pas avoir du tout le problème, si ce sont des très jeunes, mais à partir d'un certain âge, risquent effectivement d'avoir un a priori sur le handicap, etc. Mais dans tous les cas,
Une inclusion réussie, ça ouvre l'esprit des autres personnes qui vont accepter le handicap. Ça permet à la personne avec un handicap de s'insérer, d'être traitée comme les autres et pas comme une personne différente qui aurait un problème, elle est traitée avec sa différence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi malheureusement parfois des cas de mise à l'écart par les autres enfants, ou même de harcèlement? Si l'inclusion est réussie, non. C'est justement, s'il y a cette mise à l'écart, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui a péché dans l'inclusion. Ça nécessite aussi une préparation. Moi, je sais que mon fils, à l'Ulysse du Roussillon, il a pu participer à des projets scolaires, notamment de théâtre, avec une autre classe, une classe de CM1, CM2, il me semble. Et sur plusieurs années, ils ont pu faire un petit peu de théâtre. Alors même si leur situation de handicap était assez lourde, ils ont pu faire quand même des petites représentations assez courtes et bien accompagnées avec les autres élèves. Et c'est vrai que c'est un gros groupe scolaire, les Condorcet-Roussillon, mais je pense que globalement, les enfants ont bien accueilli l'Ulysse et l'UEMA d'ailleurs. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, bien sûr, je voulais rebondir, puisque oui, que l'inclusion réussie est profitable à tous. Mais il faut qu'elle soit préparée et qu'elle réponde à un projet. Moi, j'ai l'exemple dans des écoles où le jour de la rentrée, l'enseignante découvre qu'il y a un élève en situation de handicap qui sera accueilli dans l'école, une AESH qui arrive le même jour, pas préparée qui ne connaît pas le handicap de l'élève. Là, je pense notamment à un petit qui était diagnostiqué autiste. Et concrètement, l'école était sans dessus-dessous. Si l'élève avait un temps de scolarisation de 100%, l'AESH était 100% de son temps à l'accompagner l'élève, mais pour autant, l'élève, il faisait pas plus de 3 minutes dans la matinée au sein de la classe. Et effectivement, là... Et on touche aussi à un autre problème, c'est celui des professeurs qui parfois n'arrivent pas à gérer la situation d'accueillir un enfant handicapé, soit parce qu'ils sont peut-être pas assez formés, soit parce qu'ils ont trop d'élèves à gérer et ne peuvent pas disposer d'assez de temps pour consacrer à l'enfant handicapé, malgré des accompagnants. Se pose effectivement la problématique de la formation initiale. Alors maintenant, sûrement que la maquette de formation initiale a été modifiée, mais quand j'étais à l'UFM à l'époque, la formation se résumait à une visite d'établissement sur une journée, et puis c'était tout. Et donc, pour pallier ces manquements qu'il y avait dans la formation initiale il y a quelques années, il devrait y avoir une formation continue étoffée pour prendre en charge les élèves à besoins éducatifs particuliers. Quand on regarde le plan de formation qui est proposé aux enseignants, il doit y avoir de l'ordre de 1 jour pour les élèves à besoins éducatifs particuliers et 4 jours pour travailler sur le... Là encore, Patrice Rousseau, là encore, il y a des efforts aussi à faire pour la formation des professeurs. Sur la formation, et j'aimerais revenir aussi... il faut qu'on avance un tout petit peu. On va juste une question sur la formation des professeurs. De la justice scolaire et de la justice sociale, en fait, par rapport à cette idée d'inclusion, est-elle utile pour tous? Évidemment, la réponse est oui. Et d'ailleurs, la France a signé en 2010 la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et c'est depuis cette convention que l'école inclusive est inscrite dans nos 2 dernières lois d'orientation pour l'école. Donc sur la question de la formation, oui, la formation est nécessaire, avec un appui très fort de nos partenaires médico-sociaux qui ont l'expertise. Un enseignant, il a besoin, très nettement, je l'ai vécu et observé notamment sur la question de l'autorégulation à Boisseuil, et aussi en visitant par exemple l'IM Dejo, ils ont besoin, les enseignants, d'avoir une indication pour comprendre ce qui est en train de se passer dans les manifestations des troubles des enfants. Ils n'ont pas besoin d'être des experts sur l'origine des troubles, pas ça du tout, mais comment prendre en charge ces manifestations. Et les enseignants spécialisés, les partenaires médico-sociaux apportent cette grille de lecture en quelque sorte, de manière à dire attention, certaines phases de séance, certaines phases de travail avec cet élève, avec les élèves, doivent se construire. Vous parlez du milieu et là, spécialisé. Et ces phases, ces adaptations, elles profitent à tous les élèves. Parce que attendez, il faut qu'on avance. Je suis désolée, on n'a plus que quelques minutes. Il faudrait qu'on avance et qu'on puisse conclure. On va regarder un dernier reportage. On parlait des IME. Il manque aussi des places en IME. La demande a explosé ces dernières années, alors que le nombre, lui, de places n'a pas évolué. Exemple avec le témoignage d'une famille de Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne concernée. Reportage de Romain Bureau et Mathieu Desgremont réalisé au mois de mai dernier. À bientôt 7 ans, Yanis souffre de trisomie 21. En principe, cette anomalie chromosomique ouvre droit à un placement en IME dès l'âge de 6 ans. Encore faut-il que ces établissements spécialisés disposent de places disponibles. C'est la mésaventure que vit cette famille de Saint-Léonard-de-Noblat. Elle s'est vue proposer pour son fils un placement à l'IME de Saint-Junien, distant de plus de 60 km. C'est pas envisageable de le laisser partir si loin. Ah non, non, non. Après, pour lui, pour la fatigue, pour la séparation, pour la vie de famille avec son petit frère,
Et voilà quoi, enfin, non, pour nous, c'est pas du tout envisageable. L'IME de Saint-Junien ne disposant pas d'hébergement, Yanis devrait effectuer 3 heures de trajet quotidien en bus, alors même qu'un autre institut médico-éducatif est situé à 10 km sur la commune d'Éjaux. Une situation ubuesque pour le père de famille. J'en appelle au gouvernement, savoir s'ils peuvent débloquer plus de moyens pour pouvoir gérer ces enfants handicapés, que ce soit Yanis et d'autres enfants aussi partout en France. En Haute-Vienne, il existe 4 IME pour environ 300 places, dont 85 à Éjaux. L'institut ciblé par les parents de Yanis organisait vendredi ses portes ouvertes, alors qu'il est saturé par la demande et déjà en sureffectif. À moyens constants, impossible de répondre à une liste d'attente qui explose, une centaine à ce jour. Je dénonce, je dis que quand on regarde les écoles et quand on regarde les établissements médico-sociaux, eh bien, on voit l'intérêt qu'une société accorde à ses enfants. Voilà. Donc, il me semble qu'effectivement, en France aujourd'hui, ils sont insuffisants et que l'on doit pouvoir faire plus et qu'il nous faut faire plus. Le directeur l'avoue lui-même, l'établissement d'Éjaux bénéficie de structures pouvant accueillir 10 enfants en plus si l'Agence régionale de la santé lui accordait des moyens supplémentaires. De son côté, à défaut d'autres solutions, Yanis devrait passer une année supplémentaire de grande section dans son école. Alors on a eu des nouvelles du petit Yanis et de sa famille. Il a pu être finalement accueilli en septembre à la rentrée à l'IME d'Éjaux. Hélène, je crois que c'est une famille que vous connaissez et le parcours de cette famille fait écho au vôtre avec votre fils Guilhem. Oui, l'année dernière, effectivement, donc nous étions sans solution. 4 enfants étaient sans solution à la sortie de l'ULIS. Nous avons dû aller devant le tribunal administratif vis-à-vis de l'Agence régionale de santé. De Nouvelle-Aquitaine, oui. De Nouvelle-Aquitaine, voilà. Puisque nos enfants sans solution n'avaient pas de possibilité d'aller en Ulysse collège. C'était pas adapté pour leur... Parce que bien sûr, il faut regarder le besoin de chaque enfant. Et ces enfants-là avaient une notification pour tous les IME de France et en particulier celui-ci. Donc voilà, le directeur de l'IME nous avait indiqué que lui n'avait pas de possibilité de les accueillir. Donc nous avons dû aller devant effectivement le tribunal administratif. Comment se libèrent les places d'ailleurs? Comment finalement donc une place s'est libérée pour votre fils? 4 places se sont libérées pour les 4 enfants qui étaient sans solution. C'est vrai que notre association les a soutenus. Nous avons bien compris qu'à un moment donné, malgré toutes les portes auxquelles nous avions tapé, il n'y avait pas de possibilité autre que d'aller devant la justice. Ça a été très compliqué parce que nous avons perdu en réalité. Nous avons perdu parce qu'en fait, c'est très simple. Voilà, c'est un référé liberté. Donc, il est basé sur deux éléments, un élément d'urgence et un élément de violation d'un droit fondamental. Donc, le droit fondamental était bien violé puisque nos enfants n'avaient pas de solution de scolarisation ou d'institut médico-éducatif. Donc ça a été reconnu par la juge. Par contre, l'élément d'urgence n'était pas reconnu parce que nous étions au mois de juillet et l'année scolaire court jusqu'au 31 août. Donc voilà, donc quelques jours après, évidemment, voyant le résultat, la délibération du tribunal administratif de Limoges, l'Agence régionale de santé a débloqué des fonds pour le... Donc vous avez perdu face à la justice, mais finalement, vous avez pu être entendu. Voilà, mais quelques jours après. Donc c'est bien notre action qui a suscité cette réaction de l'Agence régionale de santé. Donc c'était encore une très fois, bonne chose. avec votre témoignage, on voit que les parents, alors que ce soit vis-à-vis de l'éducation nationale, vis-à-vis de l'ARS, de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, on voit qu'il y a quand même un parcours du combattant sans cesse. C'est ça peut-être qui ressort. C'est un droit en fait. C'est vrai que quand je disais tout à l'heure, c'est un gouffre d'apprendre le handicap de son enfant, mais c'est vrai qu'il faut aussi les associations sont là aussi pour soutenir les parents. Mon association le fait et c'est un droit, le droit à l'éducation. Donc il n'y a pas de raison qu'on doive aller devant la justice pour faire valoir ce droit. C'est pas normal, mais heureusement effectivement là maintenant ils ont leur place. Ça vous fait réagir, Patrice Rousseau. Alors là, c'était pas du fait de l'éducation nationale. Plus largement, bien sûr. Oui, c'est un droit et c'est un devoir pour la nation d'accomplir cette mission-là et elle est essentielle. La question à travers ce reportage, c'est aussi la question du territoire. On parle d'école inclusive, on parle de scolarisation inclusive. On n'a pas tellement évoqué le parcours inclusif, c'est-à-dire des dispositifs qui viennent en appui d'une scolarité pour un enfant, quels que soient ses besoins,
et avec une mise en œuvre, avec des personnels formés. C'est le chemin que l'on prend très nettement dans notre école. Mais il n'y aura pas de scolarisation inclusive, de parcours inclusif, s'il n'y a pas un territoire inclusif. Et on voit déjà que les territoires sont largement impliqués. Tout à l'heure, c'était évoqué la question là, des transports. Les conseils départementaux sont en charge de ces questions de transport. Les collectivités locales, les mairies sont aussi toujours partie prenante dans ces projets d'école inclusive. Et je crois que et on le voit ici, c'est tous ensemble qu'on doit être concernés pour dépasser les obstacles et apprendre des difficultés en réalité. Quelques mots pour conclure, Mickaël Trio. Moi, je trouve ça triste quelque part que bien que la loi autorise et donne ce droit, que bien que tous les discours qu'on a, politiques, etc., autorisent et poussent vers l'inclusion, il y a une ouverture, il y a une volonté. Et ce que dit Patrice Rousseau, voilà, c'est ça, tout à fait, il y a une vraie volonté. Sans remettre en cause même les motivations des personnes, mais que les familles aient besoin de se battre au point d'aller au tribunal alors qu'elles sont déjà en difficulté pour accompagner leur enfant, pour se former elles-mêmes, devenir elles-mêmes expertes de l'accompagnement du handicap. Elles doivent en plus engager des procédures auprès des tribunaux pour faire valoir leurs droits. C'est révoltant, je trouve ça révoltant. Merci, ce sera le mot de la fin, les mots de fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci aussi bien sûr aux équipes techniques en régie et sur le plateau, notamment Alexandra Filio qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à vous tous et belle fin de soirée sur Noa.